On va commencer. On s'excuse, merci beaucoup la régie. On s'excuse du problème technique. C'est en fait la fiche HDMI ne peut pas transmettre. On a changé de micro, hein, on s'excuse. Voilà, donc je revenais déjà, je vais revenir, voilà, à la découverte de la pénicilline. C'est vrai que quand la pénicilline a été découverte au début du siècle, ça a suscité un engouement, ça a suscité un espoir qu'on n'avait jamais eu auparavant avec des médicaments, puisqu'il faut se situer dans le contexte. On est dans l'entre-deux guerres mondiales, avec beaucoup de morts par infection, avec des décès sur les champs de bataille, de décès en postpartum, etc. Donc, on décédait beaucoup d'infections. L'une des premières causes de décès dans le monde était par infection. Contrairement à aujourd'hui, où, alhamdoulilah, on n'a que 2% des décès recensés par infection. Ça sera toujours trop, mais quand on compare que c'était la majorité des cas versus 2%, c'est magnifique. Mais par contre, ces 2%, on risque de les perdre, ce ratio, parce que du fait du mauvais usage des antibiotiques, et on va en parler dans cette présentation. Donc, comme je disais, il y a toujours, bien sûr, un bénéfice attendu versus un risque pour un antibiotique. Et l'antibiothérapie, comme tous les autres médicaments, elle peut avoir des effets indésirables qui peuvent être directs ou indirects. Certains sont très connus, on en parle beaucoup, mais d'autres moins. Donc parmi les effets directs, bien sûr, les réactions allergiques, tout le monde en parle, bien qu'on en parle peut-être un peu trop, puisqu'on attribue souvent toute réaction dermatologique à une allergie. Et que quand on explore, on s'est rendu compte que le pourcentage des allergies était vraiment infime. C'est-à-dire toute maman qui rapporte une allergie, il faut explorer, ce n'est pas systématiquement, et ça peut priver des enfants à vie d'un traitement, par exemple comme les bêta-lactamines, qui est abordable, qui est dans les recommandations, la plupart des recommandations en première ligne, et du fait de cette supposée allergie qui n'a même pas été investiguée, on risque de priver l'enfant de cette classe de médicaments à vie. Enfin, ça c'était une parenthèse. Les troubles digestifs, les diarrhées associées aux antibiotiques, et un déséquilibre de la flore intestinale, mais pas seulement, on oublie aussi parfois des problèmes gynécologiques avec la flore gynécologique où on ne pense pas systématiquement à ce que c'est peut-être la prise d'antibiotiques qui a peut-être donné cet effet secondaire. Les effets indirects dont on parle moins, c'est la résistance antimicrobienne, la modification de l'écologie bactérienne et le coût que va coûter à la société civile, aux patients et à la société civile en général, le coût de cette surconsommation et de ces effets indirects des antibiotiques. Ah, j'ai eu peur. Donc, quand on prend un antibiotique en général, ça peut aller jusqu'à 6 semaines pour que la flore intestinale revienne à son équilibre. Donc 1 mois et demi en général. Ça peut aller un peu plus, mais on se donne une moyenne d'1 mois et demi. Ce qui fait peur, c'est que on donne des antibiotiques maintenant à un très très jeune âge et je ne suis pas pédiatre, mais les pédiatres seront là pour le dire, et d'une manière récurrente et où il n'y a pas d'espace, où on ne laisse pas à au microbiote le temps de se régénérer. Et c'est ça qui est en cause, où il y a une relation directe. On avait fait une relation entre les allergies, entre l'obésité, mais avec de plus en plus de pathologies
dû au fait d'avoir pris des antibiotiques très tôt dans la vie et sans intervalle, de manière récurrente. Donc ça aussi, les antibiotiques sont incriminés dans de nombreuses maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, on s'attendait, quand on prenait un antibiotique, bien sûr, on est passé à un effet, c'est-à-dire d'efficacité évident, où quand on prenait un antibiotique, c'est sûr qu'on allait avoir des résultats, à une possibilité qu'on n'ait pas les résultats attendus, et on parle même peut-être dans des années d'impasse thérapeutique où certains antibiotiques, s'ils sont trop utilisés, ne seront plus efficaces. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Très tôt, Fleming avait alerté en disant c'est une arme thérapeutique qui est puissante, qui est très importante pour l'humanité, mais qu'il faut que ça soit bien utilisé. Sinon, on risque d'avoir des résistances. Donc, si on voit ce graphe, c'est un graphe qui a été fait jusqu'en 2012, mais c'est la même tendance à aujourd'hui. Donc, on a vu qu'au début, on avait des résistances à un seul antibiotique, mais, désolé, je n'ai pas de pointeur, plus on va dans le temps, plus on a de plus en plus de résistance et de plus en plus d'antibiotiques, jusqu'à arriver à des panrésistances. Ouh. Pardon. Donc on voit également, on se dit qu'il va y avoir de la recherche et le développement, qu'il va y avoir des laboratoires qui vont ramener des nouveaux antibiotiques. On voit que les antibiotiques en 94, vous voyez le nombre qui va... Ça saute, pourquoi ? Vous voyez le nombre qui passe de 14 laboratoires qui sont impliqués dans la recherche et le développement des antibiotiques en 94, jusqu'à 4 laboratoires en 2012, et à ce jour, c'est le même chiffre. Donc, j'aimerais, si vous le permettez, pourquoi est-ce que les laboratoires se désintéressent de la recherche et le développement dans le domaine des antibiotiques, à votre avis? Exactement, c'est pas rentable. Donc, vous savez qu'il faut pratiquement... Bien sûr. Oui, tout à fait. Et c'est pas des œuvres caritatives, donc c'est le bénéfice. Et on voit bien que vous mettez 20 à 30 ans pour développer une molécule d'antibiotique. Et si par un mésusage, au bout de quelques années, il y a des résistances, donc c'est évident qu'il ne va plus être utilisé, et c'est une perte sèche. Donc la plupart des laboratoires se sont orientés vers les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, risque pas d'y avoir que ça s'arrête, l'oncologie, voilà. Donc c'est pour ça que très peu de laboratoires. Donc là, on n'a pas d'espoir d'avoir de nouvelles molécules. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre aussi que ça peut être réversible du fait d'un bon usage. Donc, il faut prendre soin des antibiotiques que nous avons aujourd'hui. Donc, on voit bien le fond du problème sur cette planche. C'est que, d'un côté, de plus en plus de résistance et à de plus en plus d'antibiotiques. Et d'un autre côté, pas vraiment l'espoir de nouvelles molécules. Donc, vous voyez un peu le dilemme. Donc, si c'est une planche, c'est des planches qui viennent de l'OMS et c'est les mêmes depuis plusieurs années. Donc, si rien n'est fait et si on reste à ce taux de prescription, le taux de mortalité d'ici les années 2050 va atteindre les 10 millions. Les 10 millions de décès, avec un coût mondial qui peut être estimé à 100 milliards de dollars. Donc on voit bien que l'AMR est passée en tant que première cause de décès avec 10 millions,
devant les cancers. Alors que quand on parle au jour d'aujourd'hui, c'est les cancers qui génèrent le plus de décès et les maladies cardiovasculaires. Par contre, si rien n'est fait, d'ici 2050, c'est demain. Qu'est-ce qui reste à 2050? Donc vous voyez bien le nombre de décès qu'il y aura. Une autre question, qui c'est qui va payer le plus? Sur quel continent? Où c'est qu'il y aura le plus de décès? Bien évidemment, d'abord en Asie et en Afrique. C'est les pays qui seront le plus touchés par l'antibiorésistance. Pourquoi? Vous avez des pays où il n'y a pas des politiques strictes en termes de gestion d'antibiorésistance. Ce sont des pays à forte densité, comme vous avez l'Inde surtout, la Chine potentiellement, mais surtout l'Inde, et l'Afrique également, où nous sommes de grands prescripteurs d'antibiotiques. Et on parle d'antibiotiques non seulement en santé humaine, mais il ne faut pas oublier aussi en santé animale. Et ça aussi, c'est ce qui fait peur. Et ces deux continents sont très prescripteurs d'antibiotiques. Je disais également des antibiotiques aussi qui ne sont pas aux normes de pharmacocinétique et de pharmacodynamique, des antibiotiques de mauvaise qualité aussi, qui peuvent, elles aussi, générer de l'antibiorésistance. Il faut savoir, par exemple, en Afrique, qu'en Afrique subsaharienne, 50% des antibiotiques sont des antibiotiques qui ne répondent pas aux normes de qualité d'un bon antibiotique, qui sont sous-titrés, etc. Donc voilà un peu l'horizon qui s'annonce, qui n'est pas proprement dit rose. Pourquoi est-ce que ça saute de temps en temps comme ça? D'accord. Donc on parle de consommation d'antibiotiques. Paradoxalement, ce ne sont pas les pays les plus riches qui consomment le plus d'antibiotiques. C'est bien légiféré chez eux. Il y a des antibiotiques qui doivent être prescrits en première intention, d'abord par le médecin généraliste. Bien sûr, il n'y a pas d'automédication. On ne peut pas acheter d'antibiotiques sans ordonnance. Après, si on a un antibiotique, il faudra qu'il ne soit pas efficace pour pouvoir passer à un antibiotique d'une classe plus puissante. Et on va voir tout à l'heure la classification des antibiotiques selon leur potentiel à générer une antibiorésistance. Vous avez bien vu que quand nous recevons nos compatriotes, quand ils viennent en été chez nous en vacances, tout le monde fait ses petites emplettes parce qu'effectivement, on vous donne un paracétamol, on vous donne au plus un anti-inflammatoire, mais un antibiotique, c'est selon des règles et c'est régi pour être prescrit. Donc, on a constaté que dans un laps de temps de 16 ans, il y a eu une augmentation de 114% supplémentaire par rapport aux doses quotidiennes d'antibiotiques. Donc si on parle par exemple des pays les plus prescripteurs d'antibiotiques, en Inde, la consommation, elle a doublé, et en Inde et en Chine, elle a doublé, et au Pakistan, il y a eu une augmentation de 65% d'antibiotiques. Dans la région Middle East Africa, les 3 pays les plus consommateurs d'antibiotiques, c'est d'abord l'Inde, le Pakistan et en 3e position l'Algérie. Donc les 3 pays où on consomme le plus d'antibiotiques dans la région méditerranéenne, c'est la France et l'Italie, et on a aussi les États-Unis. Dans le bassin méditerranéen, c'est la Turquie, la Tunisie, l'Algérie et la Roumanie. C'est vrai qu'il y a un point à faire remonter. Alhamdoulilah, en Algérie, il faut le dire, on a un accès aux médicaments, un accès aux soins
qui est, il faut le souligner, qui n'est pas présent dans tous les pays si on compare à nos voisins. Donc aussi le fait d'avoir accès aux antibiotiques d'une manière qui est plus facile qu'ailleurs, ça aussi génère un mésusage des antibiotiques. Donc en généralité, voici les pays qui consomment le plus d'antibiotiques. La consommation d'antibiotiques en Algérie, malheureusement, c'est des chiffres qui datent de 2018. On a du mal à avoir des datas chez nous. Donc on sait que la direction de la CNAS avait annoncé avoir remboursé en 2016 l'équivalent de presque 58 millions de boîtes de traitement d'antibiotiques, soit 18 milliards de dinars. En 2018, en seulement 2 ans, dans la gamme anti-infectieuse, on a augmenté le montant des dépenses de 3 milliards de plus. Donc en seulement 2 ans, on est passé à 21 milliards de dinars en termes de classes d'antibiotiques. Bien sûr, les classes les plus demandées, c'est les bêta-lactamines et les macrolides. Les macrolides, notamment, qui ont vu une avancée durant la période Covid, qui commence à redescendre, vu il y a eu quand même beaucoup de communication par rapport aux macrolides durant Covid, mais ce sont les classes les plus utilisées, bêta-lactamine, macrolides. Je voulais juste parler du dentiste dont on ne parle pas souvent. Vous savez que le dentiste est un grand prescripteur d'antibiotiques. Pourquoi? Parce que contrairement en médecine, entre parenthèses, curative, le dentiste, il a le droit d'utiliser les antibiotiques en préventif et en curatif. Mais c'est régi par des recommandations, c'est-à-dire que pour donner des antibiotiques en préventif, il faut avoir un haut risque d'endocardite infectieuse. Mais malheureusement, ces recommandations ne sont pas suivies. Pour peu que le patient dise ndawi ala la tension ou il dit le qalb ou la mot-clé, hop, il aura des antibiotiques. Or, c'est bien codifié, c'est en cas de haut risque d'endocardite infectieuse. Et on sait que les dentistes participent à hauteur de 10% de la consommation totale d'antibiotiques. C'est-à-dire toute classe confondue, toute pathologie confondue, les dentistes ont 10% d'antibiotiques, ce qui est énorme dans le monde, mais chez nous en Algérie aussi. Aux États-Unis également, vous savez, comme j'ai dit, ce sont des grands prescripteurs d'antibiotiques. Et ils avaient fait aux États-Unis une étude sur la prescription injustifiée des antibiotiques. Et de par cette étude, ils avaient découvert que 81% des patients qui prenaient des antibiotiques, c'est-à-dire que 80% des ordonnances étaient injustifiées. C'est-à-dire il aurait dû y avoir seulement 20% de patients qui allaient avoir des antibiotiques, et ce qui n'était pas le cas. Donc ces résultats, ils sont aussi cohérents à ce qui se passe chez nous, en Europe. Ça reflète un peu la surprescription, une prescription injustifiée chez le dentiste. Donc vraiment, il y a du travail en termes de prise de conscience, de communication vis-à-vis des dentistes également, et pas seulement cibler les médecins, par exemple. Les causes de la résistance, elles sont multiples. Je ne vais pas abuser de votre temps en détaillant chacune, mais c'est la surprescription, c'est l'automédication, c'est la prescription d'antibiotiques dans des infections virales alors que c'est bactérien. C'est le fait que chez nous, on n'ait pas de test de diagnostic rapide. L'indication la plus fréquente pour la prescription d'antibiotiques, c'est l'angine, comme vous le savez. Et on sait que 80% au moins des angines sont virales. Mais malheureusement, on prescrit beaucoup d'antibiotiques. Donc le fait seulement si on avait les tests de diagnostic vous permettrait, que ce soit un médecin ou un pharmacien, de faire
en 10 minutes le diagnostic, est-ce que ça justifie une prescription d'antibiotiques ou pas. On a aussi le fait de déverser les antibiotiques, par exemple les usines qui font des antibiotiques, qui déversent les antibiotiques dans les rivières, dans l'environnement. Sur une étude qui avait été faite sur 7 pays entre l'Europe et l'Asie, on avait découvert pratiquement des taux 10 fois supérieurs d'antibiotiques dans les rivières, et c'était surtout la DCI m'échappe, je m'excuse de citer, c'était surtout du Bactrim qu'il y avait dans les rivières. Donc pour vous dire, le fait de prescrire en médecine vétérinaire abusivement, en préventif, c'est-à-dire que dès qu'il y a aussi un élevage, il y a une promiscuité, au lieu de traiter un animal, celui qui est malade, ben, vu la promiscuité, on va tous les traiter. Utiliser aussi des antibiotiques comme un facteur de croissance, puisqu'ils sont plus gros, ceux qui prennent des antibiotiques. On a aussi le fait qu'on a une population qui est vieillissante. Alhamdoulilah, l'espérance de vie a augmenté. Donc, si vous accompagnez votre papa ou votre maman chez le médecin et qu'elle ressort sans antibiotiques, le patient, il dit « Mais docteur, vous ne lui donnez pas d'antibiotiques ?» Et on a donc beaucoup de causes qui font que, de causes potentielles, avec ça, une absence de certaines pathologies où on pourrait vacciner et agir en amont. Donc si on vaccine par exemple contre la pneumonie, il n'y aura pas de pneumonie, donc il n'y aura pas, c'est grossier, mais c'est un peu ce raisonnement, il n'y aura pas de prescription d'antibiotiques. On va en parler un peu plus loin. Donc ça, c'est des causes potentielles, et les conséquences, ça sera des maladies plus longues, une mortalité accrue, des séjours prolongés à l'hôpital, une perte de protection pour les patients en chirurgie et en oncologie, et des coûts qui seront plus accrus. Donc j'ai parlé d'agir en amont. Simplement se laver les mains. On a bien vu que pendant la période Covid, le fait d'être plus conscient des mesures hygiéniques de se laver les mains, et ben, sans parler du Covid, mais par rapport aux autres pathologies, on a vu une baisse des maladies infectieuses. Donc, la vaccination, l'allaitement maternel, je rejoins le collègue qui est passé avant moi, où il faut promouvoir l'allaitement maternel comme geste en amont de la prescription des antibiotiques. On n'a pas de programme national antibiotique. Vous savez que nous, on parle seulement de la prescription d'antibiotiques en officine, mais ailleurs, dans les hôpitaux, il y a des référents en antibiotiques, et un antibiotique n'est pas prescrit, c'est-à-dire il faut justifier. Surtout des antibiotiques de classe de 2e, 3e génération. Pourquoi vous prescrivez cet antibiotique? Donc, ça, c'est quelque chose, j'ai visité des médecins en hôpital, il y a cette réflexion, mais elle n'a pas été encore mise en place. Une absence de suivi des recommandations. Parfois, chacun vous dit, écoutez, c'est des recommandations internationales, ça ne répond pas à nos besoins à nous. Et donc, on l'a bien vu avec les dentistes, les recommandations ont été mises à jour depuis 2012. Et à ce jour, chacun vous dit, oui, quand on fait des recommandations sur un profil microbiologique qui n'est pas le nôtre, peut-être qu'il y a du vrai un peu. Et donc, il faudrait, oui, l'idéal, c'est d'avoir des recommandations en local. Et une mauvaise surveillance bactériologique chez nous. Donc, on va passer aux médicaments, à titre d'exemple, qui ont été le plus prescrits pendant la Covid-19 dans les hôpitaux. Et on voit bien que les antibiotiques étaient prescrits à 41% des patients, alors que ça ne nécessitait pas. On voit aussi que, par exemple, il y a de nombreuses études, mais juste pour exemple, sur un échantillon de 2000 patients atteints de la Covid,
72% s'étaient vus administrer des antibiotiques, alors que seulement 8% d'entre eux étaient atteints d'infections bactériennes. C'est vrai qu'au début, on était perdu, mais après, on sait que c'est viral. Donc, pourquoi donner des antibiotiques s'il n'y a pas eu une co-infection? Si ça a commencé par être viral et qu'il y a eu une surinfection bactérienne, bien évidemment. Mais au seul stade viral, donc vous voyez que la consommation, elle était 4 fois plus importante que ce qu'elle aurait... 7 fois plus importante que ce qu'elle aurait dû. Juste un mot sur la surveillance bactérienne. C'est vrai que chez nous, c'est ce qui manque. On aimerait avoir des datas, on aimerait avoir des chiffres en local. C'est vrai que l'Institut Pasteur partage certains chiffres, mais c'est surtout dans des maladies comme les infections urinaires rebelles, les gonococcies, mais pas à toutes les indications. Alors qu'on sait que la principale indication de prescription d'antibiotiques, c'est les infections respiratoires. On devrait se baser sur la nécessité d'une prescription appropriée, d'optimiser, de traiter. C'est vrai, même si on traite empiriquement, mais on doit traiter d'une manière intelligente et on devrait, l'idéal ce serait d'avoir la prévalence de la résistance locale. Pourquoi l'OMS depuis 2015 recommande les études de surveillance microbienne, si possible, en local, parce que ça va permettre de suivre les changements dans les populations microbiennes. En cas d'épidémie, ça va permettre de détecter tout de suite le changement et d'investiguer et de juguler cette éventuelle épidémie. L'objectif de la surveillance antimicrobienne, rapidement également, donc ça va servir de base factuelle pour des politiques antimicrobiennes. On va mettre en place des recommandations par rapport à ces datas qu'on aura récoltées, et ça peut aussi aider à développer de nouveaux antibiotiques par rapport à, par exemple, ceux qui ne sont plus efficaces, ou bien là où il y a encore du potentiel. On va suivre la tendance de la résistance et bien sûr on va éduquer pas seulement le corps médical mais également le grand public. C'est ce qui manque actuellement. Juste encore vous parler de la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Donc depuis 1999, donc l'OMS tous les 2 ans publie la liste des médicaments essentiels. C'est, pour parler comme ça d'une manière simple, c'est un peu la boîte de pharmacie que chaque pays devrait avoir. D'habitude, la liste se faisait sur toutes les aires thérapeutiques. Mais à partir de 2017, parce qu'à partir de 2015, il y a eu vraiment une prise de conscience de l'antibiorésistance. Donc à partir de 2017, l'OMS, par rapport aux antibiotiques, a fait une liste par rapport à leur pouvoir à générer des résistances. Donc elle les a classés comme suit. Elle les a classés par la verte, si vous voyez, Access, Watch en orange et Reserve en rouge. Donc les antibiotiques que vous voyez dans la classe Access, ça va être l'amoxicilline, l'amoxiclave, l'ampicilline. Ça devrait être des médicaments qui sont abordables, qui sont accessibles, qui sont pratiquement dans tous les pays, parce que le potentiel de résistance, il est inférieur dans cette classe. Donc, dès qu'on passe à la classe qui est au-dessus, on voit bien que déjà le potentiel de résistance, il est supérieur à la classe Access, et dans cette classe, on a l'azithromycine, la ceftriaxone, en tout cas les macrolides et certaines céphalosporines. On va à la dernière classe, c'est la classe Reserve, la colistine, entre autres. Donc c'est réservé vraiment à des services d'infectiologie, à des services spécialisés où aucun antibiotique n'a donné auparavant, donc on part à cette classe. Tous les antibiotiques ont leur indication, seulement il ne faut pas tirer sur une mouche avec un bulldozer, c'est-à-dire l'idéal c'est de commencer
par des antibiotiques class access, quand l'indication le permet, et de passer crescendo aux autres classes. Et on le voit bien, par exemple, si on parle d'infection respiratoire, la majorité des traitements antibiotiques en première ligne, ça va être les bêta-lactamines, parce que ce sont celles qui sont le moins génératrices d'antibiorésistance. On n'en a plus pour longtemps. Donc, quelle est la réponse? C'est vrai, on parle, il va y avoir des morts dans 5 ans, en 2050. Et oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'antibiorésistance? Déjà, vu le fait qu'il y ait une multisectorialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le médecin, on va faire des actions avec le médecin, on va faire des actions avec le pharmacien, on va faire des actions avec le vétérinaire, avec le ministère de l'Agriculture, avec les politiques pour eux. Donc, ils ont vu, on ne pouvait pas agir comme ça si on était éparpillé. Donc c'est ce concept de One Health, c'est-à-dire que associé à une seule table pour discuter, pour prendre des décisions, en même temps le secteur animal, le secteur environnemental et le secteur humain. Et les politiques qui viennent maintenant prennent en compte ces 3 secteurs pour lutter contre l'antibiorésistance. Juste pour dire que c'est en 2015 que l'OMS a réellement pris conscience de l'antibiorésistance. Donc, ils ont fait d'abord un état mondial de la résistance. Après, ils ont fait un état pays par pays. Et sur cette base, que le plan mondial d'antibiorésistance a été mis en place avec les 5 axes que vous voyez écrits en noir, en gras. Et on est fiers de dire que l'Algérie est partie prenante parmi les pays qui ont signé cette... j'arrive plus à trouver le mot, mais en tout cas, ce document de lutte contre l'antibiorésistance. Paraît-il qu'il y a un document qui va être bientôt publié par rapport aux actions, mais c'est un peu le Covid qui avait retardé. Mais là, nous sommes partie prenante dans la lutte contre l'antibiorésistance en Algérie. Plus spécifiquement, je dirais, le leader de l'antibiorésistance, c'est l'Angleterre. C'est elle qui a publié le plus de rapports sur l'antibiorésistance. Et nous, en tant que GSK, en tant que laboratoire anglais, nous avons à cœur l'antibiorésistance et on est l'un des laboratoires où chaque année, ils publient les laboratoires qui ont le plus d'actions contre l'antibiorésistance et on est parmi ces laboratoires, entre autres. Juste là, c'est l'avant-dernière slide. On est bientôt au mois de novembre et parmi les actions de sensibilisation, c'est la semaine de l'antibiorésistance. Donc c'est une semaine qui commence à partir du 24 novembre où partout dans le monde, on va sensibiliser tout le monde sur le risque d'antibiorésistance, sur le risque d'échec thérapeutique. C'est à partir du 24 novembre, 24 novembre. Il y a beaucoup de communication sur le risque, sur les causes, sur l'antibiorésistance en général. Vous voyez, sur le schéma, on voit, c'est un comprimé, et ce comprimé, il a une mèche au-dessus. Donc, c'est allumé, ça n'a pas encore éclaté, mais si rien n'est fait, on voit bien, on imagine... Là, j'arrive donc à ma dernière slide pour dire que la résistance antimicrobienne, c'est un problème de santé majeur, c'est un problème qui peut tous nous toucher. Quelle que soit l'infection, une infection minime peut dégénérer et évoluer défavorablement. Donc, juste... Quand on délivre un antibiotique, c'est pas un geste anodin, délivrer un antibiotique.
Donc, est-ce que ça nécessite vraiment, est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser les patients en donnant un antipyrétique, en disant, écoutez, dans 2 jours, surtout s'il n'habite pas loin, et que, notamment, les pharmaciens ont une grande place. Là, vous êtes très accessible. L'accessibilité, la première, c'est le pharmacien, c'est pas le médecin. Il va pas faire la chaîne, il va pas prendre rendez-vous. Donc, le rôle de plus en plus primordial du pharmacien dans la lutte contre l'antibiorésistance. Vous allez me dire, c'est pas facile. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Tous, ne serait-ce que quand on parle de Covid, quand on disait aux gens, vous prenez pas d'antibiotiques, des médecins, on a pris des antibiotiques parce que il y a la peur, c'est l'humain. Mais voilà quelle serait, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est la question. On va laisser une ère comme avant que Fleming développe l'antibiotique si rien n'est fait. Je vous remercie, je m'excuse de tout, du temps pris par rapport à... Merci beaucoup, Dr Wali. Moi, personnellement, je pense qu'on doit médiatiser parce que on doit médiatiser on doit faire l'éducation thérapeutique aux malades, à la population, qui m'a dit, le grand public. Ça veut dire on doit réagir pour faire initier. On n'a pas. En France, tu fais peut-être par jour, c'est 2 heures ou 1h30 d'éducation thérapeutique. En Algérie, on n'a pas. On doit viser la population, on doit aviser les mamans, on doit faire interagir tout le monde pour éviter cette catastrophe. Ça m'appelait beaucoup le titre. C'est une pandémie silencieuse. Ouais. Merci beaucoup, Dr Wali. On appelle Madame Dr Samia Aïm Hamouda pour faire... On appelle Dr Samia Aïm Hamouda pour donner le trophée à Dr Wali. Dr Wali, c'était un plaisir. Et le plaisir, ça sera de vous voir parmi nous, Inch'Allah, la prochaine année. Espérons bien, on va éviter la catastrophe parce que tout le monde parle de cette antibiorésistance. C'est Inch'Allah, Rabbi yasturna. Merci beaucoup. Allah yassalmak, madame. On vient, je pense, vous êtes satisfait de la formation continue. Espérons bien, on doit conserver cette habitude parce qu'on doit se former. On est acteur de santé publique, on doit se former. Il y a toujours de l'actualité, ce ne sont pas des sciences exactes, mais on doit se former pour protéger la santé publique. Je remercie tous chers conférenciers Lidjaouna un peu partout, les 4 points cardinaux de l'Algérie. Je remercie beaucoup le représentant de la CNPC, El Hadj Amr, parce qu'il fait un effort. Voilà, ça fait la troisième année participation de pharmacien. Quatrième. Parce qu'il fait un effort majeur où il sacrifie son temps pour organiser une journée où ça fait un grand plaisir. On remercie tous nos invités. Il est là, enfin. Il est là. Le champion. Le champion, il est là, mais il n'a pas quitté. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est Dr Bilami. Je remercie tous nos confrères, tous nos confrères, on doit débuter par les femmes. Je laisse la clôture à M. El Hadj Amel. Voilà, El Hadj, ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir organisé ces... Bon, barakallahu fikum, à la présence. Vous êtes invités tous à déjeuner. Barakallahu fikum, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.